Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'attente des résultats des élections en République démocratique du Congo et les conclusions des organisations religieuses, la SENCO et l'ESCC. S'agissant de la présidentielle, elles affirment qu'un candidat se serait largement démarqué tout en soulignant des irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité d'une partie des résultats, alors que l'opposition de son côté dénonce un chaos dans lequel se sont déroulées les élections générales du 20 décembre. Des indicateurs économiques positifs qui renforcent l'attractivité du Rwanda aux yeux des bailleurs de fonds qui financent 40% du budget du pays. Nous verrons dans ce journal les clés du développement de ce pays des Grands Lacs. L'Algérie autorise officiellement le financement participatif, un mode de financement au profit des startups. Une plateforme dédiée vient d'être lancée par le gouvernement. Au Tchad, la nouvelle constitution est adoptée à 85,90% des suffrages avec un taux de participation au référendum de 62,8% selon les résultats définitifs publiés ce jeudi par la Cour suprême. Une victoire pour la coalition du oui, menée par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo. Et c'est ce 29 décembre que la nouvelle constitution a été promulguée par le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno. Les Tchadiens disposent donc désormais d'une loi fondamentale qui maintient la forme de l'État unitaire décentralisé. Un texte décrié par une partie de la société civile et de l'opposition qui y voit un moyen de préparer l'élection de l'actuel président de transition lors de l'élection présidentielle qui doit être organisée d'ici la fin de l'année 2024, alors que cette date est présentée comme celle devant acter le retour des civils au pouvoir. C'est toujours l'attente des résultats officiels des élections générales en République démocratique du Congo. Mais alors que la Commission électorale nationale poursuit la publication des résultats partiels, la contestation devient de plus en plus vive. L'opposition dénonce un chaos et des irrégularités, surtout depuis les dernières tendances annoncées par la CENI. Et du côté de la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, elles affirment, je cite, qu'un candidat se serait largement démarqué. Un sujet de Joël Ballot. Les organisations religieuses de la République démocratique du Congo, dont la conférence épiscopale nationale et l'Église du Christ au Congo, ont rendu le 28 décembre la déclaration préliminaire de leur mission d'observation électorale sur le déroulement des élections. Au pouvoir depuis début 2019 et candidat à un second quinquennat, Félix Tshisekedi, selon les résultats partiels de la CENI, réalise un score de 81,4%. Nous avons la politique de développement local de nos 145 territoires qui pour moi est la seule clé pour développer notre pays de manière concomitante, c'est-à-dire en même temps emmener le pays vers le haut. Et puis nous avons le problème que je trouve d'ailleurs le plus important, c'est celui d'ordre sécuritaire. Félix Tshisekedi, 60 ans, fils du défunt homme politique Étienne Tshisekedi, est arrivé au pouvoir en 2019 sous l'impulsion de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour 2023, Félix Tshisekedi était candidat sous la bannière de l'Union sacrée, coalition des partis politiques soutenant sa réélection. Selon Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, la réélection de Félix Tshisekedi devrait permettre de multiplier les stratégies pour un retour à la paix dans l'est du pays et consolider les acquis dans divers secteurs de la vie nationale, dont le secteur minier, où la République démocratique du Congo occupe une position stratégique en tant que première source mondiale de cobalt. Le président de la République a réussi à assurer une transition pacifique du pouvoir, ce qui n'était pas donné en 2019. Il a réussi à rassembler les Congolais comme cela est visible. Et donc il faut consolider cet élan pour amener le pays à un autre niveau. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante, les résultats complets provisoires sont attendus d'ici au 31 décembre avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Pour l'heure, comme la conférence épiscopale nationale, certains candidats, à l'instar de Constant Moutamba, félicitent déjà le président sortant Félix Tshisekedi pour sa réélection.
Le camp de Tombouctou, grande ville du nord du Mali, est à son tour rétrocédé. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a remis officiellement aux autorités nationales un de ses derniers camps. Et cela avant la date de son retrait définitif. Tombouctou figurait parmi les dernières bases à ne pas avoir été rétrocédée car la date prévue était après le 1er janvier. C'est la situation sécuritaire qui aurait précipité ce retrait définitif de la mission onusienne de Tombouctou en proie aux attaques terroristes. Ce départ, une volonté des généraux au pouvoir depuis 2020 au Mali. La junte qui, en juin dernier, après des mois de dégradation des relations, a exigé le départ sans délai de la MINUSMA déployée depuis 2013 au Mali. Le Rwanda, un rythme de croissance économique particulièrement dynamique depuis 2000 avec une croissance de plus de 7% par an. Le pays fait figure de bon élève de l'Afrique en matière de développement économique grâce à une série de réformes entreprises au cours des dernières décennies qui ont permis au Rwanda d'être régulièrement présenté comme un miracle économique. Reportage entre correspondants. Un modèle de développement en Afrique, c'est ainsi que le Rwanda est perçu sur la scène internationale. Mais quels sont les secrets cachés derrière un succès affiché depuis plusieurs années? Pour le chef de l'État rwandais, il n'y a pas de solution magique au développement, juste prendre une direction bien définie et s'y accrocher sans se laisser distraire. As far as I understand, it's not a secret, it's just being decided. And for us, pour moi, il ne s'agit pas d'un secret ou d'une sorte de magie. Il s'agit simplement d'une décision. Et pour nous, l'histoire tragique nous a également aidés parce que nous devions prendre une décision. Soit disparaître de la surface de la Terre à cause de la tragédie ou en sortir en faisant de notre mieux pour nous-mêmes et aller de l'avant en espérant que, peut-être, on s'en sorte avec quelques progrès comme cela s'est produit. Des résultats impressionnants en matière de santé, d'égalité des sexes, d'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de centres financiers en Afrique, d'économie à la croissance la plus rapide et de leadership dans les efforts de paix et de sécurité et d'être considéré comme l'un des endroits les plus sûrs au monde, le Rwanda se démarque sur plusieurs fronts. Et là encore, pas de secret, mais le fait d'investir dans le capital humain et de créer un environnement favorable pour aider les Rwandais à donner le meilleur d'eux-mêmes. Human capital investment or development, for that matter, is almost everything, because everything we are talking about. L'investissement ou le développement du capital humain est presque tout. En effet, tout ce dont nous parlons est réalisé par des personnes et le degré de compétence et de connaissance qu'ils ont pour accomplir différentes tâches va apporter une grande contribution. C'est presque tout. Sans cet investissement axé sur le développement du capital humain, vous n'iriez probablement pas très loin. Sans cet investissement axé sur le développement du capital humain, vous n'iriez probablement pas très loin car vous aurez besoin de tous ces gens dans lesquels vous investissez pour jouer différents rôles dans différents secteurs et c'est donc essentiel. C'est un élément clé, il n'y a aucun doute à ce sujet. You want to see what is the cause of this bad thing that has happened, and then fix that. So when you look at En ce qui concerne le capital humain et l'égalité des sexes, le président Paul Kagame a déclaré qu'il est tout à fait logique de donner plus de pouvoir aux femmes car elles représentent 52% de la population rwandaise. On en vient maintenant au doublement du capital des banques d'Afrique de l'Ouest, un capital désormais fixé à 20 milliards de francs CFA, une décision de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, afin, disent ses dirigeants, de renforcer la résilience du secteur bancaire et répondre aussi aux besoins croissants de financement. La mesure provoque un véritable tollé au sein du secteur bancaire régional. Philomène Tine. Le capital social minimum actuel des banques de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA est fixé à 10 milliards de francs CFA. Cependant, il a été jugé nécessaire de l'augmenter à 20 milliards de francs CFA pour assurer une meilleure résilience face aux risques financiers. Cette mesure est conforme aux recommandations internationales qui visent à renforcer la capacité des banques à faire face aux chocs économiques et financiers.
La recapitalisation des banques qui passe du simple au double permettra à ces dernières de pouvoir quand même jouer pleinement leur rôle de financement de l'économie. À défaut, en effet, d'une épargne conséquente. En Afrique, ce qui est extrêmement faible, cette recapitalisation permettra aux banques commerciales de disposer de plus de fonds propres. Le capital social minimum d'une banque fait référence à la somme minimale de fonds propres que la banque doit détenir conformément aux exigences réglementaires fixées par les autorités financières. Ainsi, ce capital pour les banques de l'UMOA a connu des relèvements dans le passé. Il était à 1 milliard de francs CFA en 2008, puis a été porté à 5 milliards de francs CFA avant de passer à 10 milliards de francs CFA en 2010. Selon les spécialistes du secteur bancaire, un capital social faible signifie qu'une banque est plus exposée en cas de faillite d'un de ses clients. L'endettement, très souvent auprès de la banque centrale, peut coûter plus cher. Donc, avec ces fonds propres, ces banques commerciales pourront davantage massifier leur financement envers l'économie. Donc, pour avoir une capacité de résilience financière conséquente, il était opportun effectivement d'encadrer ces banques-là, d'augmenter leur capital. Il faut noter que la zone monétaire UMOA comptait à fin mars 2023 un total de 135 banques. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso abritaient le plus grand nombre de banques de la zone avec respectivement 29, 28 et 16 banques. En Algérie, le ministère des Finances autorise le lancement du financement participatif au profit des startups. Une plateforme dédiée est officiellement opérationnelle. Elle doit permettre de faire le lien entre les jeunes entreprises et les éventuels investisseurs souhaitant participer à leur financement. Marie-Raphaël Antolo. Le 23 décembre, le gouvernement algérien a lancé une plateforme numérique dédiée aux demandes d'agrément de conseillers en investissement participatif afin de faciliter le financement des porteurs de projets. La plateforme dénommée crowdfunding.dz a pour objectif de faciliter le financement des startups en mettant en relation des bailleurs de fonds et des entrepreneurs. L'idée de la plateforme de conseillers en investissement participatif crowdfunding.dz vise à gérer des plateformes de conseil en investissement participatif en ligne et à investir des fonds du grand public dans des projets d'investissement. L'initiative permettra de mettre à disposition davantage de bailleurs de fonds, ce qui facilitera ainsi l'obtention de financement pour les projets. Les chiffres officiels et les transactions mondiales liées à ce mode de financement sont passés de 1,5 milliard de dollars en 2011 à 140 milliards de dollars en 2022. Selon la Banque mondiale, le marché du financement participatif pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2025 en Afrique. Ce type de financement a déjà fait ses preuves dans des activités économiques, culturelles et non lucratives, selon le ministre algérien de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Yassine El Madi Walid. Le crowdfunding est un financement participatif. C'est un instrument permettant de collecter des fonds ou de lever des fonds. Et c'est une façon de court-circuiter tous les intermédiaires. Mais cet instrument reste quand même aléatoire, c'est-à-dire que ça participe de l'économie solidaire. En mettant en œuvre crowdfunding.dz, le gouvernement algérien veut permettre aux entreprises porteuses de projets innovants et à fort impact social de collecter des fonds auprès d'un large public et via une plateforme digitale. En octobre, l'exécutif avait publié un arrêté autorisant l'activité de crowdfunding dans le pays. C'est tout un continent qui attend le démarrage de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire avec 24 équipes, parmi lesquelles celle de la Gambie qui fait partie du groupe C, dans lequel on retrouve également la Guinée, le Cameroun et le Sénégal. Leftiounou. Réguliers à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2021, les Scorpions de la Gambie joueront la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Gambiens ont arraché leur qualification au thème d'un match âprement discuté face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville lors de la dernière journée des phases de groupe des éliminatoires comptant pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les hommes de Tom Saintfiet ont terminé deuxième du groupe G avec 10 points et 3 points d'avance sur les Diables Rouges. Logés dans le groupe C, pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Gambiens quarts de finalistes de la CAN Cameroun 2021
croiseront les crampons avec les Lions de la Teranga du Sénégal, champions d'Afrique en titre, le Sili national de la Guinée-Conakry et les Lions indomptables du Cameroun. La Gambie s'est qualifiée comme on le fait souvent sur le fil du rasoir, mais je suis sûr qu'ils vont encore écrire de façon exceptionnelle, sensationnelle leur nom dans l'histoire du football africain. Au niveau de l'attaque, l'équipe de la Gambie dispose des individualités, des joueurs qui pourront hisser haut le drapeau de leur pays dans cette compétition continentale. Pour cette deuxième participation consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations, Moussa Barrow et ses coéquipiers disposent de ressources pour marquer la différence lors des rencontres et gravir des étapes à cette fête du football africain. Je crois qu'on aura une CAN un peu régionale avec le Sénégal et la Guinée qui sont des pays voisins de la Gambie. Et surtout le Sénégal parce que pour l'histoire ou pour la géographie, la Gambie est enclavée dans le Sénégal. Ce qui fera forcément un derby quand on jouera Sénégal-Gambie. La Gambie affrontera le Sénégal le 15 janvier 2024 à 14 h au stade Charles Konan-Banny de Côte d'Ivoire pour le compte de sa première journée. Une confrontation entre ces pays voisins sur la terre des éléphants de la Côte d'Ivoire, pays de l'international footballeur Didier Drogba. À l'édition précédente au Cameroun, l'équipe de Tom Saintfit avait montré une détermination et une haine de vaincre qui pourrait se répéter dans cette compétition en Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'information continue.